Ravi de vous retrouver dans cette édition d'information. Les titres. Mise en œuvre du recensement biométrique, les administrateurs territoriaux sont à l'école du savoir à Conakry. Les gouverneurs et préfets sont réunis à cet effet pour être outillés sur le bridge en administration électorale et en gestion opérationnelle du recensement biométrique. Le Premier ministre, chef du gouvernement, aux côtés du ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, a invité les participants à la responsabilité. Nous sommes le 3 avril 2025, 41 ans depuis la prise du pouvoir par l'armée en 1984 au nom du comité militaire de redressement national. Ce changement de régime est intervenu à la suite du décès du camarade Ahmed Sékou Touré. Le 26 mars de la même année, le colonel Lansana Conté avait été choisi par ses pairs pour diriger le pays au moment des faits. Vous allez regarder le témoignage d'un ancien dans cette édition. À Dar es Salaam, des femmes ont manifesté leur colère ce jeudi contre la fumée qui se dégage à partir de la décharge d'ordures. Celle-ci demande la délocalisation du site qui, selon elles, contribue à la dégradation de leur santé. Les manifestantes l'ont exprimé devant la gendarmerie de la localité. Voilà pour les titres. Bonsoir et bienvenue à tous. Bienvenue encore à formation des administrateurs territoriaux, gouverneurs et préfets sur le bridge en administration électorale et en gestion opérationnelle du recensement biométrique à Conakry. L'atelier est ouvert ce jeudi à l'initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Ces représentants des préfectures et des régions de Conakry et de l'intérieur du pays sont considérés comme des acteurs majeurs dans le processus de refondation de l'État et de rectification institutionnelle. Ansou Baïlo-Baldé. Les 8 gouverneurs et les 33 préfets sont présents ou représentés à cette session de renforcement de capacité. C'est sur le bridge en administration électorale et en gestion opérationnelle du recensement biométrique. Ces administrateurs territoriaux, dans leur mission régalienne auprès des communautés, seront outillés sur les techniques liées au processus pour un retour à l'ordre constitutionnel. C'est à l'initiative du ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation. Pour renforcer la coordination des actions entre les différents acteurs, vous serez amené à une parfaite compréhension des enjeux techniques et opérationnels en vue de garantir la crédibilité et la réussite des missions qui vous sont assignées. Mesdames et messieurs, guidés par les principes de discipline, de rigueur et de service qui ont toujours animé nos actions, nous devons mobiliser toutes nos énergies afin de répondre aux engagements de son Excellence, Monsieur le Président de la République. Le processus de recensement biométrique est une étape importante pour la mise en œuvre du chronogramme de la transition. Le Premier ministre Amadou Riba, qui a présidé la cérémonie d'ouverture de l'atelier, l'a rappelé dans son discours de circonstance. À partir d'ici, le fichier électoral sera un fichier qui sera régulièrement, automatiquement enrichi parce que le registre des personnes physiques qui s'appuiera sur le fichier d'état civil de la manière la plus régulière va s'enrichir en prenant en compte les nouvelles naissances et en expurgeant les décès. C'est un processus extrêmement important qui fera que les crises régulières concernant les processus électoraux, en ce qui concerne la qualité du fichier électoral, sera définitivement derrière nous. C'est une étape très importante pour la stabilisation du pays et la cohésion entre toutes les filles et fils de ce pays. La formation va durer 3 jours avec l'expertise d'un Burkinabé certifié en bridge. La date du 21 septembre 2025 continue de susciter les débats des acteurs politiques réunis au sein d'un trio s'interroge sur la tenue du référendum. À cette date, il avance certains manquements comme la non-mise en place de l'organe de gestion des élections, du fichier électoral et du code électoral. Reportage à Mamadou Tanouba.
Abdoulaye Kourouma du RRD, Diabati Doré du RPR et Mohamed Sissé de l'ANG ont abordé ensemble les sujets d'actualité sociopolitique guinéenne comme la date du référendum. À ce niveau, le trio d'acteurs politiques est pessimiste quant au respect du calendrier annoncé. On ne sait pas. Et à 5 mois de la date, est-ce que tout cela c'est tenable? Et l'acheminement aussi des kits à l'intérieur du pays, le recensement, alors qu'il y a des activités en matière électorale qui peuvent prendre 45 jours. Et jusqu'à présent, rien encore n'est démarré. Et nous sommes pessimistes par rapport à la date. Sinon, en tant que politique, nous nous réjouissons de la fixation de la date parce que la Guinée, depuis 2021, nous demandons toujours le retour à l'ordre constitutionnel, c'est-à-dire à la normalité. Ils soutiennent leur pessimisme par, entre autres, la non-mise en place de l'organe chargé d'organiser les élections au GE, le fichier électoral et le code électoral. On fixe la date. On ne sait pas d'abord comment l'OGE va être mis en place. On ne sait pas d'abord quel fichier, est-ce que c'est le fichier de 2020 ou c'est un nouveau fichier qu'on va donner. Est-ce qu'aujourd'hui le code électoral, est-ce qu'il y a un accord sur ça? Parce que vous n'êtes pas savoir que ça fait combien de mois maintenant que le gouvernement a envoyé un texte au niveau du CNT par rapport au code électoral. NDI aussi a envoyé un texte. Et aujourd'hui, les techniciens du CNT sont en train de travailler pour nous faire sortir un nouveau code électoral. Le trio Abdoulaye Kourouma, Mohamed Sissé et Diabati Doré a dénoncé le fait que les activités des partis politiques légalement constitués ne soient pas couvertes par la télévision nationale. Je vous annonçais en titre, ce 3 avril 2025 a fait 41 ans depuis la prise du pouvoir par le comité militaire de redressement national dont à sa tête le colonel Lansana Conté d'alors. C'était après la mort de feu Ahmed Sékou Touré en 1984. En mémoire à cette date, un ancien commissaire de police qui a vécu ce moment se souvient de ce qui s'est passé ce jour-là en Guinée. Ibrahima Souri Djoumessi garde encore cette histoire pour les Guinéens. Ansoubaï Le Baldé l'a rencontré pour notre rédaction. Suivez. Ibrahima Souri Djoumessi était présent lorsque le discours annonçant la prise de pouvoir par l'armée le 3 avril 1984 a été lu à la radio-télévision nationale, nous apprend-il. C'est ce jour que le colonel Lansana Conté a été choisi par ses pairs pour être à la tête de la Guinée au nom du comité militaire de redressement national CMRN. Certes, il y avait d'autres colonels, mais les colonels présents à l'Assemblée ont estimé qu'il fallait passer le pouvoir au général Lansana Conté, ce qui a été fait. Donc le général Lansana Conté a été choisi par ses pairs comme président du comité militaire de redressement national. Ils se sont retrouvés maintenant pour compléter la liste des membres du comité militaire de redressement national. Quand tout cela a été fait, le capitaine Fassine Touré, qui était ministre, qui venait d'être nommé ministre des Affaires étrangères, est allé à la radiodiffusion nationale. J'étais présent ce jour-là pour représenter le ministère de la Sécurité. Quand le capitaine Fassine est arrivé, les journalistes l'ont installé et il a lu la déclaration de prise de pouvoir par l'armée. Une prise de pouvoir sans effusion de sang selon le témoin. Il y avait de la joie d'un côté et de la tristesse de l'autre, se souvient l'ancien fonctionnaire de la police. Ceux qui étaient en joie avaient leur raison. Ceux qui étaient aussi en colère ou qui étaient tristes avaient leur raison aussi. Mais en général, la prise du pouvoir s'est passée dans un calme. Il n'y a pas eu de victimes, il n'y a pas eu de morts. Il n'y a pas eu de violence. C'est ainsi que le changement est intervenu à la suite du décès du camarade Ahmed Sékou Touré, notamment sur la politique économique du pays, du socialisme vers le capitalisme, se rappelle le témoin. Le changement était important en ce sens que la politique économique de la Guinée était le socialisme. Et quand les militaires ont pris le pouvoir, ils ont tourné le dos au socialisme et ils ont prôné le capitalisme, l'économie de marché.
Dans le même sillage, l'homme politique Hamidou Barry a réagi sur le 3 avril 1984. Le président du Parti citoyen pour la défense des intérêts collectifs affirme que le président Lansana Conté a favorisé l'instauration de la démocratie en Guinée. Il est au micro d'Ansou Bailo Baldé. Je l'ai toujours dit dans mes discours antérieurs, si le président, le camarade Ahmed Sékou Touré nous a donné l'indépendance, nous nous en félicitons, nous lui remercions. C'est au général Lansana qui nous a donné la démocratie, le principe de la diversité d'opinion à travers la pluralité des médias, à travers la pluralité des partis politiques et toute la liberté d'association et syndicale. Donc aujourd'hui, si nous sommes dans un parti à modèle libéral et avec une pluralité d'opinion, vous pouvez avoir une opinion contraire et ne pas aller en prison. Je pense que c'est au général Lansana Conté nous devons cela. C'est le moment pour moi de le saluer, de remercier et m'incliner pieusement devant sa mémoire. Et c'est en son temps, moi j'ai fait tout mon cursus, parce que de l'école primaire à l'université, nous étions dans les écoles publiques, nos parents n'ont pas déboursé un seul copec pour payer, pour que nous soyons à l'école. C'est à lui que nous devons cela. Donc aujourd'hui, on ne peut pas jeter le bébé et l'eau du bain. Aujourd'hui, quoi qu'on le veuille dire, quoi qu'on l'on fasse ou qu'on prétende interpréter, il a été cet homme qui a ouvert ce pays. Et puis, l'affaire judiciaire entre la société Guinée Gaz et le fonds d'appui à la promotion des gaz à FAPGaz prend une nouvelle tournure après la première audience devant la Cour de répression des infractions économiques et financières à CRIEF. Guinée Gaz a exercé un droit de réponse dans la presse, ce qui a conduit à une plainte pour diffamation. La société FAPGaz et son directeur général ont poursuivi Guinée Gaz devant le tribunal correctionnel de Dixine. Retour sur cette affaire avec les réactions des différentes parties. Amanatou Diallo et Ousmane Kamara. Tout a commencé par une procédure judiciaire lancée par la société Guinée Gaz contre le fonds d'appui à la promotion des gaz FAPGaz et son directeur général devant la CRIEF. Après la première audience, Guinée Gaz a décidé de faire entendre sa version des faits dans les médias, ce qui a suscité des réactions de la part de FAPGaz, estimant que les propos tenus par la société Guinée Gaz et ses dirigeants étaient diffamatoires et nuisaient à leur honneur. FAPGaz et son directeur général ont déposé une plainte pour diffamation par voie de presse, citant Guinée Gaz et son directeur général devant le tribunal correctionnel de Dixine. Ce jour, le tribunal de première instance de Dixine, dans sa formation correctionnelle, a décidé de retenir Guinée Gaz et son dirigeant dans les liens de la culpabilité pour les faits de diffamation par voie de presse. Pour la répression, il les a condamnés à 1 million de francs guinéens d'amende, puisqu'en la matière, vous savez, il n'y a pas d'emprisonnement, c'est l'amende. On a également ordonné l'insertion de cette décision dans des sites de large diffusion et le tribunal a décidé d'allouer la somme de 200 millions de francs guinéens à la société FAPGaz et son dirigeant pour toute cause de préjudice confondue. Montant que nous trouvons un tout petit peu minime, mais nous allons de concert avec le client décider de voir si nous pouvons faire appel incident. Donc nous sortons satisfaits de cette audience. Malgré le verdict, la défense ne se considère pas vaincue et entend faire appel. Maître Khalil Aïssata Keita, avocat de Guinée Gaz, déclare que cette procédure judiciaire est une manœuvre dilatoire de la part de FAPGaz et de son conseil. C'était vraiment l'objectif recherché par FAPGaz et son conseil. Et donc, nous, on ne va pas se laisser faire, bien évidemment. On va relever appel de ce jugement très rapidement. Et il faut dire simplement à FAPGaz et à son conseil que l'affaire qui est pendante pas devant la CRIEF, que c'est une affaire qui suit son cours normal. Il convient de rappeler que la procédure judiciaire initiée par Guinée Gaz contre le fonds d'appui à la promotion des gaz et son directeur général est toujours en cours devant la CRIEF. Dans le volet santé, les changements de saison s'accompagnent de problèmes de santé. L'un des problèmes les plus courants est la sinusite, une inflammation douloureuse des sinus de la face qui touche un nombre incalculable de personnes dans le monde. Souvent négligée, la sinusite peut pourtant perturber la vie quotidienne de manière significative. Alors, que savons-nous vraiment de cette maladie? Germaine Mansaré s'est entretenue avec un spécialiste pour en savoir plus.
La sinusite débute généralement par un rhume qui s'aggrave progressivement, ensuite des douleurs qui peuvent apparaître au niveau des joues, des yeux et du front, accompagnées de fatigue et parfois de fièvre. Dr Korkaba, médecin généraliste. Le plus souvent, d'abord, ça commence par le rhume. Donc, c'est un rhume. Les gens, le plus souvent, quand ils ont le rhume, ils disent que c'est une pathologie des patrons. Ils négligent, sans savoir que cela peut se compliquer et évoluer vers une sinusite. Vous savez, le rhume est caractérisé par des éternuements, des fois des maux de tête, des fièvres. Donc, après ça, après cet épisode-là, ça évolue petit à petit, l'infection s'aggrave jusqu'à enfler les sinus nasales. Ça peut aller même jusqu'au niveau du front. Et en ce moment, on appelle sinusite frontale. Les causes de la sinusite sont multiples. Elles entraînent une obstruction des canaux permettant l'évacuation du mucus, ce qui provoque une accumulation et une inflammation dans les sinus, précise Dr Korkaba. L'une des complications, c'est l'apparition de pus. Vous allez voir, quand le rhume est là, quand tu te mouches, c'est du pus que tu vois. Ou alors des fois un peu accompagné à du sang. Ça, c'est l'une des complications. Ça entraîne des maux de tête atroces. Tu peux prendre tous les antipyrétiques que tu connais, ça ne calme pas. Parce que les voies aériennes sont obstruées. Donc le cerveau n'est pas suffisamment aéré. Il a besoin suffisamment d'oxygène. Pour traiter la sinusite, ce médecin recommande plusieurs solutions adaptées, allant du traitement médicamenteux à l'adoption de gestes préventifs pour éviter sa réapparition. D'abord, il ne faut jamais s'exposer à la poussière. Partout où tu trouves la poussière, il faut porter une bavette. Il ne faut pas s'asseoir à côté d'une personne atteinte de rhume, parce qu'après éternuement, les gouttelettes qui s'éparpillent à travers la nature, une fois que tu inhales ça, ça peut aussi te contaminer, que ce soit d'origine virale, que ce soit d'origine bactérienne. Une fois que tu remarques que tu fais souvent des épisodes de rhume, il faut éviter de se laver avec de l'eau froide. Il faut éviter de s'exposer à la fumée. Là, il faut éviter les acariens, c'est-à-dire tout ce qui peut entraîner des allergies. Il faut les éviter. Il faut éviter les parfums trop piquants. Les parfums trop piquants aussi, il faut les éviter parce que le plus souvent, quand quelqu'un a une rhinite qui veut évoluer vers une sinusite, dès qu'il utilise le parfum, il commence automatiquement à éternuer. Bien que fréquente, la sinusite ne doit pas être sous-estimée. Une prise en charge rapide et adaptée permet de prévenir des complications plus graves et de soulager les symptômes de manière efficace. Autre titre de ce journal, les femmes de Dar es Salaam sont descendues dans la rue ce jeudi. Elles se sont rassemblées devant la gendarmerie de Boston, un secteur de la localité. Ces femmes ont fait entendre leur voix contre la fumée persistante de la décharge locale, un site qui nuit à la santé des habitants. Leur demande est claire, une action du gouvernement pour déplacer le site pour le bien-être de la communauté. Khadija Kaba. Pancarte à main, les femmes de Dar es Salaam ont bloqué les routes pour se faire entendre ce jeudi. Elles dénoncent l'impact de la fumée toxique du dépotoir sur la santé des habitants, une situation selon Nana Rachel Fofana, représentante du collectif des femmes de Dar es Salaam. Aujourd'hui nous sommes là, c'est pour la fumée du dépotoir de Kombos, Dar es Salaam. Nous voulons que l'État nous vienne en aide. Nous souffrons, la fumée nous tue. On a passé le ramadan dans les difficultés avec la fumée. Et à part de cela, ça explose aussi. L'explosion là nous fatigue. L'autre fois même, c'est parti toucher la concession de nos voisins. Et aujourd'hui, notre premier imam, Imam Silla, est hospitalisé faute de ce fumée. La population de Dar es Salaam souffre, nous souffrons, nous sommes malades. Face à la pollution engendrée par ce dépotoir, les habitants de Dar es Salaam vivent un calvaire quotidien. Entre colère et désillusion, leur voix s'élève.
pour exiger une solution durable. Ces femmes invitent le gouvernement à agir en urgence pour relocaliser le site et protéger l'environnement. Ces dépotoirs nous épuisent. Quand nous cuisinons pour nos maris, la fumée les empêche même de manger correctement. Chaque jour, nos enfants tombent malades. Récemment, j'étais tombée malade. Les médecins m'ont demandé si je fumais, tant nous inhalons cette fumée en permanence. Nous demandons au président de la République de nous venir en aide et de déplacer ce dépotoir pour notre bien-être. Au moment où nous quittions les lieux, les forces de sécurité étaient déployées pour tenter de calmer les manifestantes. Et pour finir, les marchés financiers asiatiques sont en ébullition aujourd'hui à la suite d'une nouvelle annonce du président Trump. Les actions de la région ont plongé, la raison des droits de douane de 54% sur les importations en provenance de Chine. Le Japon, la Corée du Sud, Taïwan et l'Inde sont également pris entre deux feux. Il semble qu'il soit temps de se préparer à un nouveau drame commercial. Germaine Mazaré, commentaire. Des droits de douane élevés menacent les exportations de plusieurs pays asiatiques. Le Vietnam est frappé d'une taxe étonnante de 46%, tandis que le Cambodge et la Thaïlande ne sont pas loin derrière, avec respectivement 49% et 36%. Même des pays amis comme le Japon, Taïwan et la Corée du Sud n'en sortent pas indemnes, avec des droits de douane allant de 24 à 32%. Face à cette crise imminente, certains pays comme le Vietnam jouent les gentils. Le Vietnam a baissé ses droits de douane sur certaines exportations américaines, notamment les voitures et le bois. De son côté, l'Inde dirigée par Narendra Modi filtre avec une baisse des droits de douane sur près de 23 milliards de dollars d'importations américaines. Mais ce n'est pas tout. La Corée du Sud et Taïwan misent sur leurs relations avec les États-Unis pour assurer leur sécurité face à la menace chinoise. Hyundai est prêt à investir 21 milliards de dollars aux États-Unis, tandis que Taïwan promet la somme faramineuse de 100 milliards de dollars pour son géant de semi-conducteurs, TSMC. Pourtant, Washington semble vouloir maintenir ses sanctions. Les retombées de ces décisions pourraient être brutales pour des économies asiatiques axées sur l'exportation, comme en témoigne déjà l'effondrement des marchés boursiers. Les consommateurs américains ne sont pas non plus épargnés. Avec une taxe supplémentaire de 25%, les constructeurs automobiles japonais et sud-coréens implantés aux États-Unis et au Mexique seront pénalisés. Même les marques américaines pourraient voir leurs prix augmenter, en particulier celles qui dépendent de la production de batteries en Chine. L'Inde, qui exporte des bijoux et soutient l'industrie pharmaceutique américaine, est sérieusement menacée, tout comme le Vietnam, où Nike produit la moitié de ses chaussures. Et voilà, c'est la fin de cette édition d'information. Merci à tous de l'avoir suivi. Bonsoir chez vous.